Bonjour à toutes, vous êtes sur Maman Parisienne ou pas. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Vous pouvez également me retrouver au quotidien sur le compte Instagram Mini Parisien en un seul mot avec un S. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle qui va partager avec nous une histoire incroyable. Son histoire. La première fois que j'ai écouté son témoignage, j'ai été bouleversée. Vous allez passer par toutes les émotions, mais je vous spoil un peu, ça finit bien. Laura, bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui pour recueillir ton témoignage qui est d'une puissance inédite. À travers le témoignage que tu vas nous livrer aujourd'hui, on va aborder une question qui nous concerne toutes, mais qu'on a souvent, malheureusement, tendance à zapper. La puissance de notre intuition. Autrement dit, est-ce qu'on peut prévoir l'imprévisible en écoutant son corps ? En étant à l'écoute de soi. Laura, tu es maman de 2 enfants. Tu étais comme à peu près nous toutes, je crois, cartésienne, terre à terre, jusqu'au jour où une épreuve terrible te frappe, une épreuve injuste, le décès de ton petit frère Aaron à l'âge de 14 ans. Au moment où cette épreuve te frappe, tu te remets toi-même d'un postpartum chaotique qui a failli te coûter la vie, à toi aussi. S'ensuivent le chagrin, la révolte, et puis tu décides de transformer cette épreuve en terrain d'exploration. Ce que tu vas découvrir est juste fou. Quelques années plus tard, l'année dernière, donc, on te diagnostique une tumeur des glandes surrénales. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Laura ? Alors, je m'appelle Laura, je suis thérapeute. J'ai plein d'outils, PNL, hypnose, thérapie énergétique, sonothérapie. Et j'utilise ces outils pour accompagner les gens, pour y voir plus clair sur leur blocage, à les libérer et après établir leurs propres outils pour pouvoir avancer dans leur vie. C'est une reconversion. Tu n'as pas toujours été thérapeute. Avant, tu travaillais dans le milieu de la mode. Dans le luxe, ouais. J'étais acheteuse. Responsabilité, équipe, je gérais des personnes qui avaient 15 ou 20 ans de plus que moi, je performais, bons résultats, bon salaire, belle vie, Fashion Week, collection. Puis après, j'ai monté ma société. Et puis, mon frère, on a découvert que mon frère avait une tumeur au cerveau, un cancer du cerveau. Après une semaine de vertige, de vomissement, on pensait qu'il avait une gastro. Puis ça a continué et donc du coup, les parents ont décidé de l'emmener à l'hôpital pour faire un scanner cérébral pour voir ce qui se passait. Il a 13 ans à ce moment-là. Ouais, il a 13 ans et puis il découvre qu'il a plein de petites boules dans le cerveau. Donc direction Necker en urgence. Moi, à ce moment-là, je venais d'accoucher de mon premier enfant, ma fille. Elle avait 4 mois, accouchement très difficile, postpartum très difficile et je vivais pas loin de Necker. Mon père m'appelle, me dit voilà, il faut que tu viennes. Il a des boules dans le cerveau, on ne sait pas ce que c'est, il doit faire un IRM. On y va, et puis c'est à ce moment-là que ma vie a Basculé. basculé. Ouais. Basculé parce que lors de cet IRM, on nous annonce qu'il a un cancer du cerveau, un glioblastome stade 4, et on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Et en fait, c'est cette question qu'on s'est tous posée, mais pourquoi nous ? Et ça ne peut pas nous arriver à nous. Et donc, c'est le choc. C'est le choc, la sidération. Et puis, c'est surtout, c'est quoi la suite ? Donc, on nous explique que Necker ne peut pas s'occuper de tous les traitements, qu'il faut aller à un hôpital qui s'appelle l'hôpital Gustave Roussy, qui est à Villejuif. Spécialisé dans les cancers. Voilà. Et les cancers des enfants aussi. Et donc on y va et on commence 1 année et demie de protocole. Chimio, radiothérapie, immunothérapie. Toi, à ce moment-là, tu te sens investi d'une mission, sauver ton frère, coûte que coûte. Et tu découvres un univers qui t'est jusque-là complètement inconnu. La médecine alternative, la médecine holistique. Et en fait, sauver mon frère, c'était inconscient. C'est de me dire, ok, on va trouver le moyen qui guérisse. Si c'est pas la médecine traditionnelle, ça va être une autre médecine.
En parallèle, il suit tous les protocoles médicaux, la chimio, tout ça. Exactement. Donc j'ai commencé à lire énormément sur le sujet, à essayer de trouver des solutions. J'ai contacté Nadia Wolf, qui est très reconnue dans l'acupuncture pour booster les défenses immunitaires. Parce qu'en fait, au début, il lui disait, bon, bah, tu fais une chimio, mais tes cheveux ne vont pas repousser. À 13 ans, sans cheveux, c'est compliqué de se projeter dans son adolescence. Et ça marche? Et ça marche. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ses cheveux repoussent. Ça lui fait énormément de bien, même s'il est toujours en traitement et que c'est toujours douloureux, etc. pour lui. Ben, c'est un peu d'espoir dans ce milieu médical. Ça veut dire qu'il avait fait des chimios avant de commencer l'acupuncture. Oui. Et vous voyez la différence sur les symptômes post-chimio? Exactement. Avec ou sans acupuncture? Ouais. Il réagit mieux à la chimio? Ouais. Donc voilà, ensuite, plus les examens médicaux passaient, c'était dur d'avoir de l'espoir parce qu'en fait, quand il neutralisait une tumeur, il y en avait 2 autres qui poussaient, toujours dans le cerveau. Et donc, moi, je voulais pas me résigner à la fin. Et surtout, je pense que j'avais pas conscience qu'il allait mourir. Et en fait, finalement, quand j'ai refait l'histoire, on nous a dit dès le début, on ne sait pas combien de temps il lui restera à vivre. Et quand on tape glioblastome sur Internet, on sait qu'il y a une fin assez courte, quoi. Et donc, je me dis, bon, alors, le médical, c'est fait. L'alternative, l'holistique, on sait ce qu'on est en train de le faire. Qu'est-ce qui reste? La prière. Tu es de confession juive, pas spécialement pratiquante à ce moment-là. Traditionnaliste. Voilà, j'ai la foi. Mais surtout, on me dit, il y a un endroit en Ukraine, un petit village qui s'appelle Ouman, où il arrive beaucoup de miracles. Comment je connais cet endroit? Parce que mon mari, il y va depuis plus de 10 ans à tous les Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est le nouvel an juif. Voilà. Et c'est une tradition. Et donc, il m'a toujours dit, en fait, je ne peux pas t'expliquer. Il faut y aller. Voilà, ça se vit, il faut y aller, mais il se passe des trucs de fou. Donc, moi, j'appelle une amie à moi, Jen, qui est la seule de mon entourage à avoir été en tant que femme. Et je lui dis, comment on fait? Et elle me dit, ok, je vais me renseigner. Et là, elle me rappelle, 1 heure après, elle me dit, ok, il y a un groupe qui part après-demain d'Israël, on peut les rejoindre. Après-demain? Ouais. Et on te dit généralement, tu es invité à Ouman. En fait, c'était tellement fluide. J'ai demandé à la Ouman. 1 jour après, 2 jours après, on m'a dit, c'est bon, il y a une place, il y a un voyage, vas-y. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai dit autour de moi que j'y allais. On est 5 Parisiennes à avoir rejoint ce groupe. Un périple pour y aller. Mais c'est assez impressionnant, c'est un petit village. Voilà. Vous êtes un groupe de 50 femmes? On est un groupe de 50 femmes d'Israël qu'on rejoint. Et chacune vient avec sa demande, celle qui veut tomber enceinte, celle qui veut se marier, celle qui veut guérir. On te dit, à Ouman, la première fois tu viens pour demander, la seconde fois tu viens pour remercier. La première chose qu'on nous demande, c'est de se présenter et d'expliquer pourquoi on était là. Et donc, chacune se lève et raconte un peu son histoire. Et donc, j'assiste à des miracles. C'est-à-dire que j'assiste à une femme qui a la cinquantaine passée et qui dit « moi, je viens de vous remercier parce que je suis tombée enceinte ». J'assiste à une femme qui avait un cancer du cerveau et finalement, elle vient pour remercier parce que ça a disparu. J'assiste à des scènes assez folles. Et puis, à un moment, il y a une femme qui se lève et qui dit, voilà, moi, je suis venue avec une écharpe d'un petit garçon. J'ai rencontré la maman il n'y a pas longtemps. Et il s'appelle Aaron, il a un cancer du cerveau. Et voilà, je viens pour sa guérison. Elle parle de ton petit frère. Et elle parle de mon frère. Et je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne la connais pas. Et je suis choquée. Donc, je me lève tout de suite après, même si ce n'est pas à mon tour. Et je lui dis, je suis la sœur d'Aaron. Et là, il y a un silence dans la salle. En fait, le surnaturel commence. Et du coup, là, je raconte. Je dis, voilà, on a diagnostiqué un cancer du cerveau de mon frère, il a 13 ans.
et je viens pour sa guérison, il faut qu'il vive. Et là, c'est comme si que toutes les femmes étaient là pour mon frère. C'est-à-dire que tout le monde s'est associé à son histoire, tout le monde a soit un fils, un neveu, un cousin, un enfant, etc. Et s'est dit, ok, on est tous là pour Aaron et on va prier ce week-end-là pour Aaron. Et mettre de côté nos demandes. Ça a été assez dingue parce que, en fait, ça a été le début de Révèle ta lumière, de mon illumination, aussi de qu'est-ce que c'est les rencontres d'âmes. Parce que ces femmes-là, on s'est toutes présentées en disant notre prénom et ce pourquoi on était là, mais à aucun moment on nous a demandé notre nom de famille et ce qu'on faisait dans la vie. Vous ne savez rien les unes des autres. Rien. Et c'était ok, parce qu'on s'en fiche. Et parce que on est là les unes pour les autres, quoi qu'il arrive, on s'en fout de... D'âme à âme. Voilà. Simplement. Et ça m'a bouleversée. Et surtout, c'est la première fois que j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Et qu'il y avait d'autres femmes qui étaient là aussi, pour moi, pour mon frère, pour ce combat. Et quand je suis rentrée, médicalement, on avait une petite bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à travers la chimio à justement intercepter une tumeur. Pour l'instant, il n'y avait pas d'autres tumeurs qui avaient poussé, donc c'était quand même une bonne nouvelle. Mais surtout, moi, je suis rentrée avec beaucoup plus de force. Et à Ouman, j'ai demandé 2 choses. La première chose, c'est la guérison de mon frère. Et la deuxième chose, c'est qu'on me donne plus de force. Et puis, quelques semaines après, j'apprends que je suis enceinte. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pouvait me donner de plus fort qu'un bébé dans mon ventre ? Là, je n'avais pas le choix d'être forte parce que je portais la vie. Donc, je ne fais pas partie des personnes qui se disent « Ah, il ne faut pas pleurer enceinte ». Non, parce que tout est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Mais je me dis que j'ai une responsabilité en plus, même si j'ai déjà un premier enfant. Et que c'est ça ma force, c'est ça ma vie, c'est ça qui m'anime. Et donc, on continue ce parcours médical. Mais j'ai de la force, je porte la vie et je suis plus seule. Donc, ça change tout pour moi. Bien entendu, on passe par des moments très compliqués. Et puis surtout, on voit mon frère se dégrader. Ça, c'est le plus dur, physiquement, sa motricité, très, très difficile. La maladie le gagne peu à peu. Ouais. Et c'est les derniers jours, il est passé à Necker. Il est passé à Gustave aussi à Necker. Et on ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre. Et puis, ce qui était dingue, c'est que le jour où il est décédé, donc je passais tous les jours dans sa chambre, toutes les journées dans sa chambre, et je me suis sentie pas bien. Comme si l'énergie environnante me prévenait d'un départ, en fait. À tel point que je rentrais dans la chambre, je sortais tout de suite. Et je disais, c'est trop, il souffre, c'est trop, il souffre. Et tout le monde me disait, mais non, mais ça va, pas du tout. Mais non, il souffre pas, il est bien, parce que les derniers jours, il était dans un coma. Soins palliatifs. Ouais, un coma artificiel, et puis il s'était réveillé d'ailleurs. Enfin, il l'avait réveillé. Il nous avait prévenu que c'était la fin, quoi, c'était les derniers jours. Et je pouvais pas. Et c'est ce jour-là où il est décédé. Et ça m'a fait un choc parce que déjà, on m'a demandé de venir et j'ai vu un enfant mort sur un lit. C'est mon frère, mais c'est aussi un enfant qui a des parents. Les parents, je les vois, ils souffrent, ils perdent leur enfant. Moi, je porte la vie. Et j'assiste à ça et je suis choquée. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je me dis, c'est double peine. Je le vis en tant que sœur et je le vis en tant que maman. Et je m'y attendais pas. En fait, je m'étais pas projetée dans ça. Et donc cette image, même quand je t'en parle, je le vois en fait. Je vois mon frère décédé dans son lit, je vois son visage, je vois sa couleur, je vois tout. Je vois la scène. C'est comme si c'était resté figé. Et puis après, on sort. Et puis après, il y a la Shiva, donc dans notre religion. Il y a la Shiva après le décès. Donc la Shiva, c'est 7 jours de deuil intense pendant lesquels on reste en famille, on dort ensemble, on mange ensemble, on ne sort pas. On sort juste pour aller à la synagogue. On n'a pas le droit de regarder la télé. On n'a pas le droit d'écouter de musique.
on n'a pas le droit de manger de viande, et on se remémore les souvenirs qu'on a avec le défunt. Et à ce moment-là, On rigole, on pleure. Puis à ce moment-là, je suis enceinte de 7 mois à peu près. Donc ça se voit que je suis enceinte. Et puis je vois que les gens qui viennent nous voir, ben, ils disent toujours ah là là, les parents, les pauvres, oh là là. Et puis nous, on est, comme c'est une famille recomposée, ma belle-mère avait déjà 2 filles. Nous, on était déjà 2, mon frère et moi. Et puis, il y a Nathan, le petit dernier, qui était là. Enfin, qui n'est plus si petit maintenant. Et puis, on se regardait, on se disait, ah, c'est marrant, bah, nous, on nous passe devant, quoi. Et puis, moi, comme j'étais enceinte, on me touchait le ventre, on me disait, bah, toi, tu portes la vie, ça va aller. On te refuse le droit à la souffrance, à la douleur, au deuil. Parce que je porte la vie. Comment tu le vis? Bah, je suis très en colère. Et je me dis, mais les gens confondent tout. Quel rapport? Oui, je porte la vie, mais je viens de perdre mon frère. Donc j'ai le droit aussi d'être en deuil. C'est important pour toi qu'on valide ta douleur? Oui, c'était important pour moi à ce moment-là. J'ai compris après que personne ne peut valider la douleur. Parce que personne le vit pareil. Parce qu'on a tous notre perception liée à nos 5 sens. Et comme on a des 5 sens uniques propres à chacun, bah, on ne peut pas comprendre ce que l'autre vit. Mais à cette époque-là, oui. Pendant la maladie de ton frère, tu t'es énormément investi. Tu as, au sens littéral du terme, remué ciel et terre. Ouais. On t'a promis un miracle après ce pèlerinage à Ouman. Ce miracle, tu l'as attendu, tu y as cru, et il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé et surtout, je m'étais peut-être investie aussi dans le sens où même physiquement, c'est-à-dire que j'allais à l'hôpital, j'étais aussi là pendant les chimios, je voulais être présente physiquement. Alors peut-être qu'inconsciemment, je culpabilisais parce que j'étais pas là plus jeune. Enfin, lui, quand il était plus jeune, parce que je suis partie vivre à Londres à 18 ans, j'ai fait mon université là-bas, puis après j'ai travaillé en Chine, puis je suis rentrée quand il avait grandi. Donc j'ai moins de souvenirs. C'est quoi l'objet de ta culpabilité à ce moment-là exactement? De ne pas avoir passé plus de temps avec lui? Ouais, de me dire peut-être que j'ai pas construit assez de souvenirs avec lui. C'est avec le recul que je me dis ça, parce que je me suis longtemps posé la question pourquoi je m'étais tant investie aussi physiquement, émotionnellement bien sûr. Et puis voilà, il est décédé le 7 décembre 2020. Donc bien entendu, avant son décès, j'ai été voir plein de rabbinim, j'ai fait plein de choses, je lui ai fait boire des petites bouteilles pendant 7 jours avec l'eau bénite, en me disant il va y avoir un miracle. On m'a dit de me couvrir la tête parce qu'il avait un cancer du cerveau et donc ça allait l'aider, je l'ai fait. On m'a dit de faire Shabbat, je l'ai fait. On m'a dit plein de choses que j'ai faites. Même mes proches ont fait plein de choses pour que ça arrive. Et puis ça n'est pas arrivé. Enfin finalement, il a quand même tenu 1 an et demi. Ce qui est énorme. Ça nous a donné 1 an et demi de plus avec lui. Parce que dans ces cas-là, c'est quoi l'espérance de vie normalement? C'est peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc ça va relativement vite. Et surtout que ouais, quand on tape glioblastome sur Google, on voit qu'il y a une fin, quoi. Donc à ce moment-là, tu prends conscience que toutes ces choses que tu as faites n'étaient pas vaines, mais qu'elles lui ont peut-être rallongé la vie quelque part? Ou pas forcément? Alors je me dis pas ça parce que je sais que je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas contrôle sur ça. En revanche, je me dis que j'ai tout fait en mon pouvoir pour essayer de trouver des solutions. Je ne pouvais pas faire plus. Après, la finalité, c'est pas entre mes mains. Ça, j'avais conscience de ça. Mais tu es révoltée. Je suis révoltée. Tu perds la foi. Je suis révoltée parce que pour moi, la foi, c'est de me dire, ok, je vois des signes. Les signes me disent que ça va marcher. Donc en fait, si ça marche pas, c'est quoi ça? J'en veux pas. Donc tu perds la foi? Bah oui. Je perds la foi et je me dis... non, je sais pas que je perds la foi, c'est que je rejette tout ce qui est lié à la pratique. Donc bien entendu, j'arrête de faire Shabbat. Et en plus, j'arrête de faire Shabbat, je le rejette Shabbat. Il faut même pas m'en parler.
Et tout ce qui est faut aller à la SINA, faut faire ci, faut faire ça. Bah non, je fais pas. Laissez-moi tranquille. Je veux pas aller voir les rabbins. Je veux rien faire. Tu Parce que ça parles n'a à pas Dieu marché. à ce moment-là, tu lui exprimes ta colère ou même pas? Je parle à Dieu parce que quand j'ai fait mon voyage à Oman, on m'apprend une notion qui est Hitbo des doutes, qui est parler à Dieu justement et lui dire ce que tu as sur le cœur. Et c'est un peu ton meilleur ami. Donc c'est ce que je fais très souvent dans ma cuisine, devant ma fenêtre ou dans ma voiture, à voix haute. Et donc je lui dis ce qui se passe. Et je lui dis que je suis en colère et je lui dis mais comment on va faire? Et comment je vais faire? Parce que du coup maintenant je suis maman de 2 enfants. Et ça va être très dur. Et surtout que quand j'étais enceinte de mon fils s'appelle Netzar. Netzar, ça veut dire éternité. C'est un lien, bien entendu. Et quand j'étais enceinte, on me disait toujours « Ah, c'est ta force ». Et même moi, je verbalisais « C'est ma force, c'est ma force, c'est ma force ». Quand il est né, il y a le chirurgien, parce que j'ai eu une césarienne, qui le sort et à un moment, il lui serre le doigt, et très très fort. Et c'est la première chose qu'il nous dit. « Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce petit !» C'est drôle, parce qu'il ne connaissait pas du tout l'histoire. Et c'est fou. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote dans mon... J'ai une anecdote concernant mon accouchement de mon fils. C'est que j'étais très angoissée parce que lors de l'accouchement de ma fille, j'ai failli mourir. Et donc ta fille, c'est ton aîné. Ton fils, tu tombes enceinte pendant la maladie de ton frère. J'étais très angoissée et donc il y avait l'anesthésie, c'était 2 femmes. Et puis on discute et moi je suis très holistique, astrologie, j'adore. Et donc elles essayaient de me parler et c'est marrant parce qu'elles me disent « Mais vous êtes de quel signe astrologique ?» Je me suis dit « C'est drôle qu'elle me pose cette question. » Et je dis « Verseau, et vous ?» Elle me dit « Bélier. » Je dis « Ah, c'est marrant. » Et elle me dit « D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. » Donc on est le 21 mars. Et je lui dis « Ah bon, c'est quand votre anniversaire ?» Et là, le chirurgien arrive dans la salle et elle me dit « C'est le 23 mars. » Et c'est le jour de l'anniversaire de mon frère Aaron. Et l'anesthésiste qui était collée à mon oreille me dit qu'elle est née le même jour que mon frère. Et donc, premier signe de me dire, bon, bien entendu, je me mets à pleurer parce que je me dis, ok, il est même là, il est là. Je prends conscience que son âme, il reste parmi nous. Il n'est pas là physiquement pour voir l'arrivée de mon fils, mais il est là en tout cas, spirituellement. Donc j'accouche de mon fils. Et pendant que je suis enceinte, je répète toujours les mêmes choses. C'est que j'ai envie de hurler, de me rouler par terre et de boire un verre de vin. C'est les 3 choses que je dis. Quand mon fils naît, il tape des crises, mais de l'espace. Il hurle, il se roule par terre. Mais il boit pas de vin. Il ne boit pas de vin. Et moi, je ne fais pas le lien pendant quelques temps. Et puis, je me dis, ok, un jour, je me dis, il y a quelque chose que c'est pas possible. Et surtout qu'il me demandait sur tout par 2. Quand il grandissait, il m'a commencé à me dire, maman, je veux 2 gâteaux, je veux 2 stylos, 2 feuilles, 2, toujours. Moi j'étais jumelle avec notre jumelle et il n'y a que moi qui suis née. Je savais. Ouais. Donc au début, je me suis dit peut-être ça. Après, j'ai regardé mes échos. Non, il n'y avait qu'un bébé dans mon ventre. C'est pas possible. Et en fait, après, avec tout ce qui est thérapeutique, holistique, on a compris qu'il était relié aussi à mon frère, à l'âme de mon frère. Il prenait tout par 2. Donc, j'ai coupé ce cordon lié ma douleur n'est pas la tienne. Donc, à partir de ce moment-là, il a arrêté de hurler et il a arrêté de se rouler par terre. Et j'ai surtout coupé le lien entre ces 2 âmes et il a arrêté de demander les choses par 2. Et donc, je lui ai redonné sa place d'enfant dans la famille, petit garçon unique, en fait. Et de le séparer de mon drap à moi. Donc ça, c'était la première chose assez thérapeutique, très forte que j'ai fait pour ma famille, liée à ce drame-là. Ensuite, donc, j'ai continué... donc, j'ai rappelé ma psy, parce que moi, j'ai été voir une psy très jeune. Ma mère m'a envoyé voir une psy à 12 ans. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans.
Et puis, et donc j'ai commencé, donc j'avais arrêté vers mes 18 ans, et puis là j'ai repris à ce moment-là. Et je lui lisais ce que j'écrivais, et puis elle me disait: oh là là, vous avez une voix douce et vous parlez de choses dures, vous devriez vous enregistrer et vous écouter, c'est très thérapeutique. Donc je rentre, je le fais, ça me bouleverse. Je pleure, j'expérimente ce que c'est la dissociation, de me dire waouh, j'ai vécu tout ça, et c'est la première fois que je le réalise. Je réalise pour la première fois. Ouais, On est combien de temps après le drame? pas longtemps, 5 mois. Et puis ce que je fais, c'est je demande, j'envoie à mon mari et je lui demande de l'écouter. Et là, Il est bouleversé. il est bouleversé, il se met à pleurer pendant 10 minutes. Et moi, je me dis, mais ça va pas à ce point. Bah si. Il me dit, c'est la première fois que j'entends ton âme. Et je me dis, waouh, ok, je pensais pas faire cet effet-là. Et je décide de créer un podcast, parce que moi, j'écoute toujours des podcasts, j'adore les podcasts. Et je me dis, je vais créer ma chaîne Espoir. Espoir, et dans le but de raconter l'événement qui a bouleversé ta vie, comment tu l'as traversé, quels outils t'ont aidé, et aujourd'hui, Comment ça t'a transformé? voilà. Et Donc le premier épisode, c'est mon histoire. C'est le tien. Je l'ai lancé comme un peu une bouteille à la mer. Je me dis, bon, allez, il y a peut-être 20 personnes qui vont l'écouter, mes proches, et puis après c'est fini. Et en fait, il n'y avait tellement pas de contenu sur la perte d'un frère que ça a été écouté en 2 semaines 17 000 fois. Et je m'y attendais pas du tout. Et donc du coup, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de gens que je connaissais, mais des gens que je ne connaissais pas, en me disant merci. Mais si je peux me permettre, grâce à Dieu, j'ai pas perdu de frère. J'ai écouté ton podcast, il m'a bouleversée. J'en ai pleuré, mais à chaudes larmes. Donc, ton podcast, il a vraiment parlé, même aux gens qui n'ont pas vécu ton drame. Ouais, c'est fou. Et donc du coup, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. C'est pas mon métier, mais si j'ai pu aider toutes ces personnes, juste en racontant mon histoire, j'aimerais le faire pour d'autres. Donc j'ai continué ma chaîne Espoir, voilà, de façon bénévole, mais en fait, je suis rémunérée au merci que je reçois. Et ça, c'est fou. Donc Ensuite, Espoir qu'on peut retrouver sur Spotify, Deezer, sur Apple Music. Apple Music, sur toutes les plateformes. Ouais. Ça s'appelle Espoir. Et là, on retrouve des podcasts de femmes qui viennent raconter L'événement qui a bouleversé leur vie. Donc ça passe par tout, un changement de boulot, qu'une maladie auto-immune, que violence conjugale, que inceste, que tous les sujets. Deuil, PMA, voilà. Donc là, en parallèle, tu te formes à plein de pratiques. Comment tu appelles ces pratiques? Mes outils, PNL, programmation neurolinguistique, de l'hypnose. Tu peux répéter qu'est-ce que la PNL? Programmation neurolinguistique. C'est-à-dire? C'est tout ce qui est lié au cerveau. Donc comment... Qu'est-ce qu'on vient soigner avec la PNL? Qu'est-ce qu'on vient traiter avec la PNL? La PNL, c'est le pouvoir des mots pour moi. C'est-à-dire que je vais te poser des questions sous forme d'entonnoir pour que tu réalises que tu as tes propres réponses. Tu n'as pas besoin de moi, en fait, pour répondre à tes questions. C'est un outil qui va te permettre de réaliser que tu as déjà toutes les capacités en toi pour y arriver, à travers la parole. Donc, quand j'ai commencé à utiliser cet outil, je me suis dit, OK, mais ça traite que la parole, le cerveau, mais ça traite pas le corps. Et donc, moi, je suis passionnée par le son, la musique. J'ai fait 8 ans de batterie, le rythme, j'adore danser, tous les festivals, toutes les soirées, je suis là. Et je me dis, le son, c'est un pouvoir très thérapeutique. Et Tu te formes à la sonothérapie. voilà. Qu'est-ce que c'est? En fait, je me dis, je vois sur Instagram les filles qui font des bains sonores, mais personne ne se pose la question pourquoi ça nous fait autant de bien. Alors, pourquoi? Parce que le son, c'est un outil de fréquence. Et en fait, je donne toujours cet exemple, c'est le premier outil de fréquence d'un être humain, c'est sa voix. Et donc, c'est le son de ton corps, finalement. Et le son que tu reçois va agir sur ton énergie de corps. Par exemple, tu vas parler fort,
tu vas crier sur quelqu'un, tu vas disputer avec quelqu'un, ben la personne va parler aussi fort que toi. Elle va devoir réajuster sa fréquence à toi. Mais si d'un coup, pendant la dispute, tu redescends, ben tu vas voir, c'est systématique, elle va redescendre tout de suite. Pareil sur ton enfant. Pourquoi il n'entend pas quand tu lui cries dessus? Parce que son cerveau, il sature. Le son, il est trop fort pour son petit cerveau. Donc il sature, il n'entend pas. Alors que si, pourquoi on parle de communication positive pour les enfants? Ben c'est logique en fait. Tu peux lever la voix, tu peux hausser le ton, mais tu peux pas crier parce que ça sature son cerveau. Voilà. Et ça m'a intéressée. Je me suis intéressée à quel outil de fréquence à part la voix qui existe, donc le son, le sonothérapie, pour justement atteindre, par exemple, ton lâcher prise, enlever le stress. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Et c'est quasiment Instantané. En fait. Du coup, en fait, c'est comme si tu es assis, je te joue un son. Et puis moi, j'utilise aussi la lithothérapie dans les bols, les pierres. C'est quoi la lithothérapie? C'est les pierres. Tu sais, les pierres, l'améthyste, le quartz, les pierres que tu achètes pour mettre en bracelet, en collier, pour Et faire chaque du bien. pierre a vocation à apaiser... Les chakras, ouais. Et donc, je le joue avec le son et en fait, ça redescend tout de suite. C'est comme si tu étais assis, tu es un peu crispé. Et puis, je joue pendant, je sais pas moi, 30 secondes et tu fais comme ça. Ah. C'est incroyable. C'est fou. Je le fais aussi sur les enfants. Ça marche bien. Ça les redescend après l'école. Je le fais souvent après l'école, moi, avant d'aller faire la douche. Donc, la PNL, la sonothérapie, l'hypnose. Ouais. Et la thérapie énergétique avec la méthode AIT. Donc, c'est quoi c'est te libérer, donc t'auto-libérer énergétiquement à travers tes chakras, à travers des gestes, en fait. Donc, tout en autonomie. Tout en autonomie. Moi, vraiment, je veux que Qu'on les apprenne gens... à se connaître. Ah oui, je veux que les gens soient indépendants émotionnellement. C'est très important parce que les épreuves, tu en auras toute ta vie. Tu auras toujours des galères. Donc, si tu te connais parfaitement et tu sais t'autogérer, bah, c'est bon, t'avances. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très développement personnel. Il faut aller cette thérapeute parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle m'a sauvée, parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Ok, mais si elle n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je réponds à ça. Donc, le décès de ton frère t'amène quelque part, directement ou indirectement, à te former à toutes ces pratiques qui vont t'apporter une connaissance, j'ai envie de dire, extrême, poussée, profonde de toi-même. Exactement. Tu apprends à être à l'écoute de ton corps et en mai 2025... En mai 2025, en fait, je me rends compte que j'ai des vertiges, souvent, dans la journée. Et mon frère, sa maladie a commencé par des vertiges. Donc pour moi, le vertige, alerte rouge dans mon cerveau. C'est un déclencheur. Et puis, je commence à avoir des nausées. Et je me dis, c'est pas normal. J'appelle mon mari, je lui explique. Je lui dis, écoute, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite boule dans mon corps qui bloque la circulation. C'est très bizarre. C'est très précis, surtout. C'est très précis, ouais. Et il me dit, bon, bah, il a confiance en moi. Il me dit, bah, ok, bah, fais les examens, va vérifier. Ce que j'ai pas précisé, c'est que quand mon frère est décédé, donc en fait, il est rentré dans un processus génétique. On a découvert qu'il avait un syndrome génétique qui s'appelle le syndrome PMS2, qui peut lui déclencher des cancers du cerveau, de l'estomac, de l'utérus et des ovaires. Et du coup, moi, je me suis fait tester. Et on a découvert j'ai découvert que j'étais porteuse. Donc, je suis, tous les ans, j'ai une batterie d'examens à faire en prévention, parce que je suis à haut risque de cancer. Et donc, du coup, je vais au labo avec ma petite ordonnance. Et donc, je vais voir ce qui se passe au niveau hormonal déjà. Et quand j'ai les résultats, je vois que mon taux de cortisol est très, très élevé, anormalement élevé. Le cortisol qui est l'hormone du stress. Oui. Et la DHEA, tout ce qui est lié aux hormones sexuelles. Et en fait... Cette DHEA, elle est comment au ras des pâquerettes? Ouais, elle est quasi inexistante. Et donc, du coup, je demande à ma cousine qui est chirurgienne, médecin. Et elle me dit, écoute, c'est pas normal.
c'est comme si que ton cerveau et tes hormones sexuelles ne communiquaient plus. Il faut absolument que tu fasses un scanner, un IRM de l'hypophyse dans le cerveau. Un IRM cérébral, pour moi, c'est alerte rouge, ça y est, c'est mon tour. Parce que ton frère est passé par toutes ces étapes. Voilà. Mais cette fois-là, je me dis, bon, je vais utiliser mes outils et je vais pas y aller en mode stress. Et je vais aller en me projetant, en me disant que l'IRM cérébral est un nettoyage énergétique. Donc je le visualise, je l'intègre en moi. Et donc quand je me rends dans la machine, à chaque fois que la machine passe en moi, je me dis, allez, un nettoyage de fait, deuxième nettoyage, troisième nettoyage. Et je le visualise tellement que au début, je tremblais dans la machine, j'arrête de trembler, j'arrête de stresser et je me dis, quoi qu'il arrive, de toute façon, si j'ai quelque chose, c'est déjà là, donc ça sert à rien de stresser. Donc là, tu viens nous prouver que le mindset a un impact très puissant sur la façon dont on vit les événements. Complètement. Et donc, on va faire la radio chez un ami à nous. Donc, il me prend à part, il me montre les images. Il me dit, voilà, il y a une petite boule sur la glande surrénale gauche. Tu m'as dit que tu avais le gène PMS2. Qu'est-ce que c'est que les glandes surrénales ? Alors, les glandes surrénales, c'est tout ce qui sécrète nos hormones. Et ce qui est fou, c'est qu'en tant que femme, je me suis posé la question, mais c'est quoi les glandes surrénales ? Et je trouve ça dingue parce qu'en tant que femme, on n'est pas du tout informé sur rien que le cycle hormonal de la femme. Et donc, je me suis dit, il faut que je me pense sur le sujet. Ok, maintenant, je connais le cerveau, le corps, l'énergie, mais je connais pas du tout ce qui est physiologique, hormonal. Il faut que je rajoute ça dans mes connaissances. Et donc, il me dit, maintenant, tu es à Auris, donc je te conseille de prendre rendez-vous à Gustave Roussy, là où tu es suivi. Donc, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit ? On vient de découvrir que tu as une tumeur qui potentiellement est cancéreuse. Je suis très stressée quand il me dit que je dois retourner à Gustave Roussy. Je pense pas du tout à la tumeur ou à la boule. Voilà. Je pense juste, je vais retourner dans cet endroit de l'enfer où j'ai tous les souvenirs avec mon frère et finalement où ils n'ont pas trouvé la solution. Et donc, je suis très stressée de retourner là-bas parce que je sais que c'est un ancrage négatif pour moi. Je sais que tous les souvenirs vont revenir. Et surtout, j'identifie le fait que je veux le vivre seule. Donc, mes parents et mon mari veulent venir. Moi, je leur dis non, je veux le vivre seule. Et Pourquoi c'est important pour toi de le vivre seule ? Parce que ça fait partie de mon chemin et ma réparation. Et j'ai envie de me confronter à ça seule. J'ai pas envie de me soucier de comment l'autre va à côté de moi. Donc je choisis d'y aller seule. Ma cousine, comme par hasard, me dit qu'elle a une opération ce jour-là dans cet hôpital-là, qui me dit « Je suis dans les locaux, au cas où tu as besoin de moi, si tu veux, je viens avec toi ». J'ai décidé de le prendre comme un signe et je me dis elle était là pour l'annonce de la tumeur de mon frère, avec mon frère, dans la salle. Donc elle va être là avec moi ce jour-là. La veille, je ne dors pas de la nuit parce que je ne veux pas y retourner. Le matin, à 10h, je reçois un message sur Instagram de Cécilia. Cécilia, qui était une copine de collège. Donc, qui était une copine de collège que j'avais perdue de vue pendant des années parce qu'elle avait déménagé. Et on a renoué contact il y a quelques temps, il y a 2-3 ans. Elle m'a retrouvée sur les réseaux sociaux pour me raconter son histoire et pour tourner un podcast sur son histoire. Et cette Cécilia, elle a un don depuis petite. Elle est médium. Et donc Cécilia, elle m'avait raconté son histoire il y a quelques années. Et depuis, on reste en contact sur les réseaux, c'est-à-dire on s'envoie des petites vidéos de développement personnel, des trucs drôles. Mais elle ne connaît pas ma vie et je ne connais pas la sienne. Donc elle ne sait pas du tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc je reçois ce message à 10h du matin. Et elle me dit « Salut Laura, j'ai rêvé toi cette nuit et ton frère m'a visité dans mon rêve. J'ai un message à te transmettre. » Et donc... Tu peux nous lire le message ? Je vais vous lire le message. Ma sœur chérie, je suis toujours là dans chaque souffle doux du vent, dans la lumière du matin, dans ton rire quand tu l'oublies, dans l'amour que tu donnes à tes enfants. Je ne t'ai jamais quittée. Je suis fière de toi, de la femme que tu es, de la force douce
que tu portes malgré la douleur. Tu n'as pas besoin de faire plus pour que je sois fière, tu as déjà tout ce que tu dois être. Laisse la culpabilité partir, elle n'a pas sa place ici. Moi, je suis libre, en paix, lumineux. Je t'envoie de la joie quand tu cuisines, quand tu marches dans la nature, quand tu regardes tes enfants. Continue à aimer, à créer, à prendre soin. Tu es une maman magnifique, une âme lumineuse. Quand tu pleures, je suis là. Quand tu doutes, je murmure. Et quand tu souris, je danse. Je t'aime et je veille sur toi, Aaron. Donc moi, je reçois ça et je suis bouleversée. Je pleure à chaudes larmes et je me dis, elle m'écrit pile à un moment où voilà, je reçois le message, il est 10h, j'ai rendez-vous à 14h. C'est comme si ce message m'avait apaisée instantanément et de me dire, ok Laura, ça va aller. C'est le signe que j'avais besoin pour me dire, quoi qu'il arrive, ça va aller. Quoi qu'ils disent. Et donc, je vais à ce rendez-vous assez confiante et surtout, j'ai comme une énergie, un truc dans moi, une intuition très forte que ce que j'ai, ça va disparaître. Mais tellement forte. Alors d'habitude, je l'ai pour les autres. Je ressens des choses des autres que je ne connais pas. Parfois, c'est très précis et généralement, c'est vrai. Et là, c'est la première fois que je le ressens pour moi. Et donc, je vais à ce rendez-vous et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais enregistrer tout ce qui se passe. Donc, je mets mon téléphone sur dictaphone. Je rentre dans la salle où il y a le chirurgien, des tumeurs des glandes surrénales, avec ma cousine, qui me dit, bon, bah voilà, vous avez un adénome sur la glande surrénale gauche. Elle est petite, mais elle est dense et grasse, donc elle a une sale tête. Donc, ce n'est pas un adénome, c'est une tumeur. Ce qu'on va faire, c'est on va devoir l'opérer. Vous inquiétez pas, on peut vivre avec une glande surrénale sur 2. Et on verra si on fait de la chimio après pour éliminer toute chance de récidive. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Je lui ai dit oui, j'en ai une. Est-ce que ça peut disparaître ? Donc là, il me regarde très sérieux et il me dit, bah non madame, la tumeur, ça ne disparaît pas. Ma cousine, très cartésienne, elle est mal à l'aise de ma question. Elle me dit, mais Laura, bah non, une tumeur, ça ne disparaît pas là. Ok. Et moi, je fais que sourire. Et je me rends pas compte parce que quand je sors du rendez-vous, ma cousine me dit, mais je crois que tu réalises pas, tu fais que sourire. T'as entendu ce qu'il t'avait dit ? Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais t'as pas compris. Je lui dis, bah si, j'ai compris. Et là, on sort et j'explose en larmes. Mais elle me dit, bah ça y est, t'as enfin compris, t'as réalisé. Et je lui dis, mais non, j'ai réalisé une chose. La dernière fois que je suis venue, c'était pour mon frère. On lui a dit, t'as une tumeur et tu vas mourir. Et là, je viens et on me dit, t'as une tumeur et tu vas vivre. Ben, on me trouve des solutions. Donc ça n'a pas disparu, mais on me dit qu'il y a une opération, il y a des traitements, mais on ne me parle pas de combien de temps il te reste à vivre, ou de décès, de mort. Et je me dis, ça c'est incroyable, parce que sans le décès de mon frère, je ne me serais pas fait tester, j'aurais pas découvert que j'ai ce syndrome génétique qui est à haut risque, j'aurais pas été dans tout ce processus de prévention, on m'aurait pas pris en charge si vite, et on n'aurait pas pu agir si vite. Merci. En fait, c'est la première fois que je comprends pourquoi, en tout cas à ma hauteur, pour moi, Laura, pourquoi j'ai traversé ça. Et puis, quand il me parle d'opération, il me dit, bon, bah, j'ai le rendez-vous avec le comité de l'hôpital demain, et je reviens vers vous, mais on opère très vite, là, dans la semaine, on vous opère. Et toi, à ce moment-là, tu as envie de faire disparaître cette tumeur autrement. Tu te dis qu'il y a quelque chose à faire à ton niveau, à toi. Il y a une introspection à effectuer. Tu te dis que cette tumeur, si elle est là, c'est pas pour rien. Bah, toute la journée, je transmets aux gens de plus tu libères, plus tu transformes. Et je me dis pas que j'ai le pouvoir de faire disparaître la tumeur. Je me dis juste, il faut me laisser le temps de comprendre pourquoi ça a formé cette boule, pourquoi à cet endroit-là, pourquoi à ce moment-là, et de pouvoir, du coup, réparer ce qu'il y avait réparé et voir la suite. Je pense même pas à la guérison, à la disparition.
je me dis très fortement que ça va disparaître. Je me dis pas que c'est entre mes mains, mais je me dis, bah, je vais agir et on verra. Tu as un rôle à jouer. Ouais, Et là, tu demandes très fort à Dieu de te donner du temps. ouais. Que Je tu as demande besoin très de fort. temps. J'ai besoin de temps et je dis, bah, tu m'as pas mis là, dans ce monde, dans cette mission de vie, à accompagner les gens au quotidien pour ne pas le faire sur moi. Je veux plus de temps. Il me donne 48 heures, moi je veux plus de temps pour essayer des choses. Et là, Et donc le lendemain, le chirurgien me rappelle, et il me dit, on a discuté en comité, finalement, les endocrinos ne sont pas d'accord, ne veulent pas opérer tout de suite. Et ils veulent donc, on a vu que vous étiez sous pilule, avec hormones. Ils veulent que vous arrêtiez votre pilule, qu'on attend que les hormones sortent de votre corps. Donc ça met à peu près 6 semaines pour refaire les examens et pour pouvoir prévoir l'opération. Et là, j'ai ma réponse tout de suite. Je me dis, ok, j'ai 6 semaines. Et pendant 6 semaines, je me focus sur moi. Donc, je dis toujours, tout ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Donc, j'essaye de l'extérioriser. Donc, je matérialise la boule, je la dessine, je la mets en petites boules, je la serre dans mes mains, je la colorie, je la brûle. J'essaye de comprendre quelle est la signification des glandes surrénales gauche, pourquoi je le déclenche à ce moment-là. En plus, c'est très peu de temps avant le spectacle que j'ai fait sur scène. Et c'est surtout lié aussi à ma place professionnellement. Est-ce que je suis légitime à faire ça ? Est-ce que je suis dans le bon chemin ? Toujours en doute. et quelle réponse tu obtiens à toutes ces questions? C'est ça la glande surrénale. C'est tes questionnements sur ta vie, ton chemin, ta vie professionnelle. Est-ce que tu es à ta place ou pas ? Et je me dis, c'est marrant parce que finalement, on me donne cette épreuve physique, médicale, pour, si je passe cette étape, c'est aussi un peu un marketing communication spirituelle de fou, quoi. Ça veut dire, tu as quelque chose qui bloque de est-ce que tu es légitime, est-ce que tu as cette place-là ? Et finalement, si ça disparaît, tu as vraiment une histoire à raconter. C'est ça que je me dis. Je me dis, waouh ! C'est l'examen final pour avoir le diplôme. Exactement. Mais je le comprends tout de suite, ça. Donc je me dis, ok, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et je pousse les gens. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bon, je ne vais pas bien, je suis paralysée, ok. J'essaye de voir, est-ce que tu es prêt à avancer ? Est-ce que tu as la volonté d'avancer ? Parce que si tu n'as pas la volonté d'avancer et d'être dans l'action, je ne peux pas t'aider. Parce que moi, je travaille qu'avec des gens qui veulent être dans l'action, qui veulent avancer, qui veulent transformer. Et je me dis, de toute façon, penser positif, ça ne va pas changer ta vie. On l'a bien vu. Mais penser positif, ça va te motiver à agir. Et l'action va te motiver à la transformation. Et du coup, je me dis, chaque jour, je vais faire quelque chose. Je vais être dans l'action, je vais être dans l'effort. Et je vais comprendre. Et surtout, je vais libérer. Donc, je fais plein d'exercices sur moi avec mes outils à moi. Et je prie. Parce que je sais que ce n'est pas entre mes mains. Mais ce qui est entre mes mains, c'est mon corps physique, c'est mes connaissances. Et je pense que si j'ai ces connaissances et j'ai ce corps physique et j'ai cette aptitude à le faire, c'est que je dois le faire. Et je pense que tout ce qui est relié au divin, il te met à cette place-là avec ces attributs-là pour justement révéler ton potentiel, pour pouvoir traverser tes épreuves de vie, tes galères ou ta vie de rêve. Et pendant ces 6 semaines, tu sens que tu avances? Je sens que j'avance, je reste dans la joie, dans la vie. Je continue de sortir. Dans la joie. Pourquoi dans la joie? Alors, un an avant, le 2 juillet 2024, je suis à Paris, dans le 16e arrondissement, et je dîne avec 2 de mes amies, avec qui j'ai fait ce pèlerinage à Ouman. Et elles me disent, oh là là, c'est incroyable, on dîne ce soir ensemble. Et il y a le Ravarouche, qui est un rabbin Breslev. Donc, qui est relié au pèlerinage que tu as effectué pour ton frère quelques années avant. Qui habite en Israël, normalement, donc qui était à Paris ce soir-là. Me dit, c'est pas un hasard, on se voit ce soir-là. En plus, il est là à une rue, on va y aller. Donc moi, très réticente. Toi, tu veux plus entendre parler de rabbin à ce moment-là? Non, c'est fini. j'étais trop déçue. On m'a dit de faire trop de choses.
Ça fait un rejet. Voilà, j'ai fait un rejet. J'aurais dit non, je veux pas y aller. Elle me dit vas-y. Ok, j'y vais, mais je vous attends. On arrive. Et là, du coup, il est dans une grande salle. C'est ouvert à tous. Les femmes font la queue. Donc, il est assis sur une chaise. Il y a le traducteur à côté. Et donc, on entend tout ce qui se passe, les demandes des femmes, les bénédictions. Donc, mes copines font la queue. Moi, je reste à côté. Et c'est le tour de ma copine. Et elle m'attrape le bras, je suis à côté d'elle. Et elle me met à sa place, devant le rabbin. Moi, je suis très mal à l'aise. Mais bloquée, tu peux rien faire. Je ne sais pas quoi lui dire. Je suis très énervée d'être là. Et là, le rabbin se ravarouche, il me regarde très intensément. J'ai senti qu'il me scannait de l'intérieur. Et puis, il ne parle pas à son traducteur et il lève le bras et il dit « Simcha, Simcha, Simcha » 4 fois. Qui veut dire joie en hébreu. Et ensuite, il s'arrête et il me regarde et il me dit « Refoua Shelema ». Refoua Shelema qui veut dire guérison, mais tu comprends pas parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas malade. Donc tu prends ce message, mais tu te dis, bon, comment tu l'interprètes en fait ce message? On dit bonne guérison à quelqu'un qui est malade, mais quelqu'un qui te dit bonne guérison alors que tout va bien? En fait, ce qui se passe, c'est que mes copines ont entendu que la simcha, la joie. Ils se disent, ah là, c'est tellement toi, t'es tout le temps dans la joie, t'es tout le temps souriante. Mais moi, j'aurais entendu que Refoua Shelema. Et je me dis, mais attends, ça veut dire quoi? Mais il va m'arriver quelque chose, mais ça y est, je vais y passer, etc. Pendant quelques mois, je restais un peu focus sur ça. Et puis après, j'oublie. Jusqu'à cette fameuse tumeur. Mais je ne me rappelle pas tout de suite de ce rendez-vous avec ce rabbin. Et donc tu es dans la joie. Donc je suis dans la joie, je continue d'être dans la joie. Là où beaucoup ne sont pas dans la joie. Quand on t'annonce une nouvelle comme ça, c'est très difficile de se réjouir. Et toi, tu arrives à garder la force, la émouna, la foi, d'être dans la joie. J'ai une foi énorme, en fait. Donc, en fait, comme je sais que je ne suis maître de rien, je sais que je suis qu'un outil dans ce monde, que je sois déprimée ou que je sois dans la joie, ça ne va pas changer la finalité. Ça va changer mon moment. Est-ce que je le passe bien ou je le passe pas bien? Donc, autant être joyeuse. Mais ça, c'est dans tout. Même si tu arrives des galères dans ta vie, autant être bien et mettre de la musique et rigoler que être au fond du trou et ressasser. Oh là là, il m'arrivait ça, il m'arrivait ça, il m'arrivait ça. Ok, mais ça va pas changer le fait. Les 6 semaines passent. Rendez-vous chez le médecin. Re-IRM. Donc d'abord, voilà, je fais un TEP scan pour savoir si la tumeur elle est active ou inactive. Donc elle est inactive, donc très bonne nouvelle. Et quelques jours après, je refais un IRM. Et donc ce jour-là, j'arrive à Gustave Roussy et je tombe sur l'oncologue de mon frère, que j'avais pas vu depuis 5 ans du coup, qui me dit « Mais vous me dites quelque chose, on se connaît, non ?» Je lui dis oui, je suis la sœur d'Aaron. Il me dit oh là là, mais je pense tout le temps à votre famille et ce qui arrive à votre frère, c'est de la malchance et on n'arrive pas à comprendre et on est toujours en recherche d'ailleurs. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et moi, je suis déjà bouleversée de le voir parce que pour moi, lui égale Aaron. Et puis, je me dis, là, les chances de tomber sur lui dans cet immense hôpital, elles sont quand même infimes. Voilà, très rares. Bon, moi, je le prends comme un signe parce que je suis déjà illuminée, bien illuminée. Et je lui explique ce qui m'arrive. Il me dit, mais... il me regarde en souriant. Il me dit, mais... Vous savez, c'est peut-être rien. C'est la première fois qu'on te dit ça, en fait. Bah oui. Et je le regarde et je lui dis, oui, je sais. Je me dis, bon, ok. Merci. Donc, je descends l'escalier, je vais à l'IRM. Et là, je capte quelque chose. Et je me dis... j'ai toujours parlé à Dieu, mais j'ai jamais parlé à mon frère. Parce que quand on me disait ton frère, il veille sur toi, maintenant il est là-haut, etc., je me dis c'est un enfant, impossible qu'il veille sur moi. Ok, mes grands-parents, je leur parle, mais pas mon frère, c'est un enfant. Mais là, avec tous ces signes, le message de Cécilia, le docteur que je croise, cette intuition très forte, ce même hôpital, cette boule, tout pareil, je me dis ok, il y a un lien. Et donc, dans cette salle, je décide de parler à mon frère.
et de faire un peu mon mea culpa et de dire pardon, parce que je lui avais jamais dit pardon, de, de tout ce qu'il avait subi et que je n'avais pas vu finalement. Quoi? Tout ce qui est cette pression familiale, parce que moi je n'avais pas de cancer du cerveau, mais j'avais une tumeur des glandes surrénales et donc tout le monde était inquiet, donc toute ma famille, ils m'écrivaient des messages toutes les 10 minutes, comment tu te sens, t'as fait un malaise, t'as mangé, est-ce que tu veux que je vienne te chercher, t'as besoin d'un truc. Et moi j'ai participé à cette pression familiale pour lui. Donc tu as pris conscience de ce que ça avait dû représenter pour lui. Exactement. Parce qu'en fait, il était passé d'un petit garçon normal dans une famille, normal entre guillemets, c'est-à-dire chacun fait sa vie, voilà. Et là, c'était focus que sur lui. Et comment tu te sens, comment tu vas, et t'as besoin de quelque chose, etc. Et c'est très oppressant à vivre. Et alors que moi, je l'ai vécu moins intensément que lui. Donc ça, je lui ai dit pardon, parce que j'ai dû faire partie de cette pression familiale. Et surtout, je lui ai dit pardon aussi de ne pas avoir vu toute cette relation au corps liée au médical. Et on te perfuse là, et on te pique là, et on te demande de te mettre en culotte, et tu es dans les hôpitaux, et tu te rhabilles, et tu te déshabilles, etc. Et lui, c'était 1 an et demi de traitement, c'était des chimios, c'était le cathéter, c'était lourd. Et j'ai pas pris conscience de ça avant ce jour-là. Et donc je me suis excusée. C'est bizarre, mais j'ai eu envie de m'excuser. Et peut-être que ça a fait partie aussi de cette culpabilité que j'avais inconsciemment, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir ressenti. Et je lui ai dit, écoute, j'ai compris que tu étais là, j'ai compris que tu veillais sur moi, merci. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Maintenant, j'aimerais un dernier signe, un signe si grand que je me dise, ok, c'est sûr que c'est toi, que tu es là. Et donc, la dame vient me chercher pour l'IRM, ça dure assez longtemps. Je rentre, je me rhabille et je dis à la dame, écoutez, je vois le chirurgien la semaine prochaine, c'est un peu long, je suis humaine, je suis un peu stressée, dites-moi si ça grossit, pour qu'un peu je vois ce qui se passe. Et elle me dit, ok, je reviens, je vais voir le radiologue. Et elle revient au bout de 5 minutes, elle me dit, écoutez, ça a duré plus longtemps que prévu, parce qu'on a dû refaire plusieurs fois les images, parce qu'on ne voit rien sur les images. Et je dis, mais comment ça a disparu? Elle me dit, mais non, madame, une tumeur, ça ne peut pas disparaître. Je lui dis, oui, mais vous voyez rien sur les images, c'est qu'il n'y a plus rien. Elle me dit, mais non, madame, c'est pas possible. Donc, on va vous faire revenir pour des examens complémentaires. Moi, je sors en folie. J'appelle mon mari, ça y est, ça a disparu, je te l'avais dit. J'appelle ma cousine. Tout le monde très cartésien. Mais non, Laura, une tumeur, ça ne disparaît pas. Tu vas refaire les examens. C'est ok. Je dis, ok, de toute façon, je dois faire les prises de sang pour savoir ce qui se passe hormonalement. Et donc, je le fais. Et donc, je fais mes prises de sang. Et le 2 juillet 2025, donc 1 an pile après ma rencontre avec Sora Varouche, je reçois mes résultats. Bilan hormonal normal. Cortisol normal. DHEA normal. Tout normal. Comme si de rien n'était. Donc là, j'ai un flash, je ne sais pas comment, c'est-à-dire je reçois mes résultats et je pense à Sora Varouche, je le vois dans ma tête. Et je me dis, waouh, truc de fou, il m'a dit ça, mais c'était quand? Et je regarde dans mes photos et je vois que c'était le 2 juillet, donc la même date que le jour même. Et je me dis, c'est flippant. Tu l'interprètes comment, ce message? Simra, 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 refoua chez les mains. Joie, 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 guérison. Il faut passer par la joie. Alors, c'est très dur d'être dans la joie quand tu traverses une épreuve. En revanche, la joie, c'était aussi un petit clin d'œil à mon voyage à Ouman, parce que toute la mentalité Breslev, c'est la joie, la joie, la joie. C'est dans l'épreuve, dans le désespoir, tu dois être dans la joie. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce qu'on m'a transmis lors de ce voyage en 2020. Et finalement, j'ai complètement changé mon mindset, ma façon de vivre, selon la joie. C'est-à-dire que je suis toujours joyeuse, je souris souvent, j'écoute tout le temps de la musique, j'adore aller danser, j'adore rencontrer des gens, j'adore parler. Et je me dis, ok, finalement, c'est un peu une validation de continue de ce que tu fais, continue d'être dans la joie, et puis la guérison suivra. Merci infiniment pour ce témoignage. Je suis vraiment honorée
que tu aies accepté de venir nous raconter ton histoire au micro de Maman Parisienne ou pas. Merci à toutes pour votre écoute. Je vous incite à aller regarder, je vous encourage vivement à aller regarder la page Instagram de Laura, Révèle ta lumière. Je suis intimement convaincue que chacun de ces posts résonnera quelque part en vous. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Maman Parisienne ou pas.